Des individus arrêtés, des galons crevés, des cuves de stockage inspectées, Bedford-Claude se montre intraitable. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a enfin pris des mesures contre les marchands de produits pétroliers sur le marché informel comme au niveau des pompes à essence. Donc je tiens à nous constater dans le pays un problème gaz. Mais en réalité, le problème n'a pas existé. Son complot pour caser l'État dans une série de secteurs. Parce que je tiens à nous débarquer dans le pompier, là, nous avons des gaz. Ils n'ont pas voulu vendre machine, mais ils ont vendu galon en combinaison avec mettre complet et pompistes pour vendre gaz à 1000 gouttes pour la population lui-même pas de service. Nous sommes dans une station de service située à l'angle de l'avenue John Brown et de la rue Elberne. Ici, des automobilistes sont à l'affût de carburant depuis tôt ce mardi matin. Bien que les cuves de stockage soient remplies, les responsables tardent à commencer la vente. C'est la rareté organisée, le client n'est plus roi. L'arrivée du chef du parquet sur les lieux est synonyme de délivrance. Le commissaire exige que les automobilistes soient servis et à Bedford-Claude de poursuivre son périple. De Lalu, le commissaire du gouvernement met le cap sur Nazon. Sur son passage, des vendeurs ambulants sont interpellés. Des bidons de gasoline sont saisis. Parvenu à Delma, l'opération prend de nouvelles proportions. Pour exprimer leur approbation, des citoyens dénoncent des contrevenants. Qu'ils soient chauffeurs de taxi-moto, de tap-tap ou de minibus, des passants ou de simples badauds, tous livrent des informations au chef du parquet sur les espaces de stockage informel. C'est à Delma 34 que la plus grosse cachette de carburant est découverte dans un garage. La quantité de récipients retrouvés est impressionnante. Le commissaire Bedford-Claude n'en croit pas ses yeux. 2 personnes, dont une femme d'une 50aine d'années, sont arrêtées sur place. Quant à leur sort, le chef de la poursuite n'entend pas transiger. Je dis à moi de sénateurs, et nous avons constaté l'âme de nous côté dans la cour, le garage, donc côté des gens à stocker des galons gaz. Moi-même, je dis à là, même tout le monde jeune. Et je dis tout le monde ça, je dis à quel que soit mon outil, nous jouons que stocker gaz, soit dans pompe, soit dans espace quelconque. Moi, je me débarquer, m'a arrêté tout le monde. Et la loi donne provision pour ça, et ou pas plaguer. Donc nous avons constaté ça qui passe dans la cour là. Je vais vendre galon gaz à 1000 gouttes. Les beaux jours de la vente de produits pétroliers sur les trottoirs sont terminés. C'est le message que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince adresse à la communauté. De l'avis de bon nombre de citoyens, l'initiative de Bedford-Claude est louable. Mais sera-t-elle pérennisée? Les prix du transport par container maritime ont connu une flambée faramineuse. Pour faire le point sur cette question et voir quelles sont les conséquences, nous avons avec nous ce soir William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge. Voilà, bon, ce soir nous allons aborder un point précis et qui risque d'avoir des conséquences énormes sur le commerce international et qui, évidemment, va concerner Haïti, c'est le prix des containers. Bon, aujourd'hui, le problème est déjà là. Ça fait déjà 8 mois que le prix sur le marché international pour le transport des containers a beaucoup grimpé. En Haïti, le coût du transport d'un container de la Chine à Haïti est passé de $3 000 et le prix aujourd'hui varie entre 10 000 et 20 000 $. De 3 000 à entre 10 et 20 000. Et maintenant, entre 10 et 20 000, il faut aussi trouver l'espace dans le bateau pour que le conteneur arrive à point. Parce qu'il y a des importateurs qui, aujourd'hui, font des réservations pour le mois d'octobre. Ceci est dû à plusieurs choses, mais fondamentalement, il y a selon les analyses qu'on a eu à faire, il y a une consolidation, un amalgame qui a eu lieu dans le transport maritime,
où les grands ont englobé, se sont amalgamés avec les petits, donc les ont englobés. Ils ont créé quoi? Une espèce de trust? Non, c'est simplement c'est pas une trust. C'est simplement une entente. L'acquisition. It's mergers and acquisition. Ah, ok. Okay? Très bien. Il y a ça, mais il y a aussi deux autres éléments importants. C'est l'élément du Brexit, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bouchons en Angleterre pour le transport et pour la distribution des marchandises. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est le e-commerce. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées dans le e-commerce, il y a une demande exorbitante pour les containers. Et pour ceci, ils ont fait ce qu'on appelle le split ordering, où ils ont divisé une commande en petites commandes pour répartir à travers les points de distribution. Donc ça, c'est encore un point qui applique beaucoup de pression sur le prix du transport de containers d'un point à un autre. Donc on a parlé tantôt de la Chine qui vers Haïti, mais il y a aussi à Rotterdam, qui aujourd'hui c'est $15,000 pour transporter un container de la Belgique en Haïti. Donc le coût, ce qui est important dans tout ça, c'est que le coût du container devrait être redistribué à travers le coût de la marchandise. Bien sûr, évidemment. Et ceci va pourrait causer, à moins que les importateurs absorbent ces coûts-là, une augmentation sur le coût des marchandises, soit chez le grossiste, soit chez le détaillant. Donc il faudrait que les gens soient en mesure d'appréhender ceci avant de blâmer qui que ce soit pour l'augmentation des prix sur le marché. C'est ça, oui, parce que là, ça reste un gros morceau quand même. Si le prix du transport a été multiplié entre 3 et 6 fois, c'est quand même énorme, c'est pas discobe. Absolument. Et absolument. donc, Et maintenant, tout ce qui arrive par container, il va falloir rattraper ce coût du transport et donc le répercuter sur les clients. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la marge de profit d'un importateur n'est pas immense. Ouais. Parce que vous avez plusieurs points de distribution. Il y a l'importateur, il y a le grossiste, il y a le détaillant. Ouais. Donc, et à chaque niveau, il y a un pourcentage qui est additionné pour les marges. C'est ça. Donc, c'est très important d'appréhender ça. OK, donc, si j'ai bien compris, mais vous nous avez dit que ça a commencé depuis déjà il y a 8 mois. Il y a 8 mois. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a atteint un paroxysme qui inquiète. Et ça va continuer? Bon, il est probable que ça continue parce que la demande est toujours là. Okay. Et maintenant, les gens qui importent devraient déjà commencer à chercher des alternatives d'autres lieux d'approvisionnement. Par exemple, au lieu d'aller en Chine, il y a lieu de considérer, par exemple, le Brésil, il y a lieu de considérer le Mexique. Acheter dans l'Amérique, parce que là, le coût de transport devient, beaucoup plus manageable, comme on dit, gérable. Oui, très bien. OK. Bon, eh bien... Voilà quelque chose dont on n'avait pas encore parlé, l'augmentation du coût du transport par container, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le commerce ordinaire. Et sur la consommation. Sur la consommation, bien sûr. Donc problème. Bon, il y a moyen de contrecarrer tout ça, parce que, par exemple, ça donne des opportunités aussi. L'opportunité qu'on peut identifier, c'est que si Haïti pourrait augmenter sa capacité de production, sa capacité d'assemblage, sa capacité de manufacturing, Haïti pourrait devenir un hub. Donc, sa capacité à exporter. À exporter. D'accord. Oui, donc ce qui veut dire Haïti, il y a lieu pour qu'Haïti puisse en bénéficier de cette crise. Et maintenant, l'important, c'est que si Haïti doit bénéficier de cette crise, il te faut une politique monétaire appropriée, il faut des taux d'intérêt bas pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent avoir accès à des prêts, à des emprunts pour fabriquer les usines qu'il leur faut. Donc ça devient un gros morceau. Ça pourrait devenir un gros morceau dans la matière de politique monétaire et politique fiscale de la République. Dans ce sens, il y a cette nouvelle qui est tombée, mais on en parlera une autre fois sur ce moratoire demandé par le gouvernement. Mais ça, on en parle une autre fois. Il n'y a pas le temps aujourd'hui, le temps nous est mesuré. William Savary, vous êtes économiste, vous êtes le fondateur du Haiti Stock Exchange. En 30 secondes, comment se porte le marché boursier international? En forme, le marché boursier international a connu une hausse faramineuse pour l'année à date, mais aujourd'hui, les indices le Dow Jones était à la hausse de à peu près 125 à 130 points, je crois. Il y a le S&P 500 qui a également été à la hausse de 4 points, mais le Nasdaq, qui est l'indice qui mesure l'agrégat des entreprises engagées dans la technologie, a connu une petite chute
au-dessus de 70 points. Donc, grosso modo, le marché boursier est en forme. OK. Et il y a un marché qui est en train de partir en flèche, c'est celui de tout ce qui concerne les vaccins. Oui, bon, le marché qui concerne les vaccins, c'est un marché qui est très performant. D'ailleurs, il y a les titres de Moderna dont nous avons parlé au début de l'année, qui est passé de $100 à aujourd'hui 340. Ça vous fait une augmentation considérable de près de 300%. Oui. Il y a les titres de Pfizer qui ont connu une hausse de 20% et les titres de Johnson & Johnson, une augmentation de 16% de janvier à nos jours. Et ça va continuer. Bon, les nouvelles pour le Covid continuent comme ça continue. Les titres qui sont impliqués dans la production de vaccins et dans la biotechnologie vont suivre également. Ça, c'est certain. C'est certain. Eh bien, merci beaucoup, William Savary. Puis on va continuer à faire ça, des petites nouvelles ponctuelles qui peuvent intéresser et le pays tout entier. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, Serge. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était William Savary qui nous faisait découvrir qu'en l'espace de quelques mois, les prix du transport sont passés de 3 000 $ à entre 10 et 20 000 $, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Un mois après son assassinat, des photos du président de la République, Jovenel Moïse, sont très visibles dans la capitale et de nombreux citoyens, partisans ou opposants d'autrefois, n'ont aucun problème avec la présence de ces portraits. Si avant, des protestataires, et notamment lors des manifestations, étaient prêts à tout pour les détruire, après la mort tragique du président, le tableau a changé. À Delma, Bourdon, Lalu, Pétionville, le constat saute aux yeux. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Contesté à l'origine par une frange de la population, Jovenel Moïse est-il en passe de devenir une icône? En tout cas, son héritage encombre les politiques de tous bords. Depuis le 7 juillet dernier, le changement d'appréciation est radical. Si la moindre affiche faisant la promotion du référendum prôné par le président était arrachée sitôt posée, aujourd'hui, le portrait du président défunt trône tranquillement dans plusieurs zones de l'aire métropolitaine. En un mois, le changement s'est opéré. Au centre-ville, à Bourdon, dans les communes de Pétionville et de Delma, le constat est évident. Difficile de ne pas se remémorer les scènes où les manifestants utilisaient des échelles pour les décrocher. Actuellement, Jovenel Moïse est une figure emblématique qui, apparemment, ne dérange plus personne. Avec le slogan « Sac pour Pepla, doué aljouen Pepla », le portrait du 58e président d'Haïti est aussi présent dans les villes de province, notamment au Cap-Haïtien, et des Capois ont même pris les armes le jour de ses funérailles pour exprimer leur mécontentement. Partout, dans la presse, dans l'opinion publique, entre amis qui vident quelques bouteilles, l'assassinat de Jovenel Moïse reste sur toutes les lèvres, tant le choc est grand. Comment un président peut-il mourir dans de telles conditions? C'est la grande question. Il y en a qui estiment que cette sympathie exprimée par de nombreux anciens protestataires fait partie de la culture haïtienne et ceux qui n'opinent pas sont encore sous le choc. Tout de même, la vie se poursuit, l'enquête suit son cours, même si la famille du président assassiné reste circonspecte concernant les résultats obtenus. Depuis l'assassinat du président de la République, ces images en sont un peu partout sur le territoire national. Les unes comme les autres attirent l'attention et suscitent de nombreuses questions. Si pour certains avant c'était la bête noire, les conditions de sa mort ont semble-t-il changé la donne. Pour paraphraser l'ancien Premier ministre Evans Paul, les assassins ont semble-t-il réussi à faire du chef de l'État Jovenel Moïse un martyr. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Comme nous l'avons dit en titre, la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise présentera sa proposition d'accord final avant le 18 août. Un document qui est la synthèse de nombreuses propositions recueillies par la Commission et qui détaille le mode de gouvernance du pays pendant la période de transition qui précédera l'élection du prochain président. Par ailleurs, ses membres vont rencontrer l'envoyé spécial américain Daniel Foote en mission en Haïti à partir de ce mercredi.
Suivez les précisions de deux membres de cette commission, Jacques Ted Syndic et Magali Georges. Bien entendu, nous avons fait un atelier dans Montana, à côté de débat qui est acté. Ça veut dire qu'il y a un consensus donc cette histoire de pouvoir à deux têtes là, un président, un premier ministre. Donc ça, c'était acquis parce que on a dit, puis fort atelier, c'est ça, nous avons comme pour nous être plus près de la Constitution. Vous comprenez? Doit faire là son expression démocratique de participation, de choisir mon qui vous dirigez. Et là, il y a deux, trois partis politiques qui expliquent qu'on fait un caucus au sommet, et puis nous jouons mon président, ou jouons le premier ministre, nous mettons ensemble dans le dit peuple, mais ça nous joigne. Mais démarche, ça contraire à ça, on chercher nous-mêmes. Contraire à ça que le pays a besoin aujourd'hui pour gagner un calme là-dedans, pour retrouver la paix, pour retrouver un minimum, sinon, enfin, un maximum de sécurité. Donc, c'est une démarche, c'est une démarche de construction démocratique que la commission inscrit. Mais les gens dit ça, c'est parce qu'ils pensaient que le vont pour le délivrer immédiatement, parce qu'ils vont commande, ils vont ordre pour répondre à ordre. Nous parlons de répondre à ordre, nous répondons nous-mêmes de construire un bagage qui permet que après nous avons une situation tranquille, nous pas là qui pourra soumettre à signature citoyen. Information fait quoi que c'est mercredi 11 août que nous avons présenté un accord en nation. Cap signé ou bien a présenté contenu? Oui, nous avons communiqué qui sorti, qui précisait deux dates, qui précisait avant le 18, nous avons bien l'accord final avec les signatures que nous avons commencé à recueillir, que nous avons formalisé. C'est-à-dire le contenu plus signature oui, qu'on a pu recevoir. Oui, avant le 18, mais entre-temps. Notre invité d'aujourd'hui par visioconférence est l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui s'exprime un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous allons faire un tour de la situation avec lui. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan, et bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. Monsieur Evans Paul, vous faites le constat amer qu'aujourd'hui en Haïti, même le droit de naître nous est refusé. Un peu plus d'un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, à mon sens, deux questions essentielles se posent. La première est où en est l'enquête sur l'assassinat, et la seconde, quelle solution de sortie de crise avons-nous en perspective? Alors commençons par la première. Comment voyez-vous l'évolution de l'enquête? Je dirais très compliqué. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions. C'est dans l'habitude des Haïtiens. Nous ne faisons pas confiance à nos institutions. Malheureusement, nos institutions sont faibles et font preuve d'amateurisme. Et c'est la première fois que nous sommes en train, depuis un siècle, à traiter un dossier aussi complexe, le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui est un crime transnational. Alors, ça va être compliqué pour la justice haïtienne et ça va être aussi une situation qui entraînera beaucoup de doutes dans l'esprit des Haïtiens. Même la confiance dans la police aujourd'hui en a pris un coup, mais quand même, il y a le FBI sur place, il y a le Homeland Security, il y a des Colombiens qui ont envoyé des spécialistes, et malgré tout, aujourd'hui, il y a 44 arrestations, ce qui est un chiffre important, mais il n'y a encore aucune mise en accusation, et on n'a absolument aucune idée aujourd'hui, en tous les cas aucune idée certaine, de qui est ou qui sont les auteurs intellectuels de ce crime. C'est la question fondamentale. On a pu identifier des exécutants, oui, ou bien quelques exécutants, ou bien certains exécutants, mais jusqu'à présent, et la population haïtienne, le monde entier, parce que c'est un crime qui intéresse le monde entier,
Jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Les gens qui ont payé, les gens qui ont commandité ce crime. On attend encore à identifier ces gens et c'est très important pour la crédibilité de l'enquête. Oui, non, tout à fait. D'autant plus que les réseaux sociaux sont pleins d'accusations plus formelles les unes que les autres. Il y a beaucoup de têtes de Turcs, si j'ose l'expression, aujourd'hui, qui sont montrées du doigt comme étant les auteurs intellectuels, alors qu'il n'y a encore aucune preuve et aucun résultat. Et là, c'est très mauvais. Il faut éviter d'utiliser le cadavre pour régler des comptes politiques. Bien sûr. Bien pour mener des batailles d'intérêts, des rivalités. Alors, c'est très dangereux pour l'aboutissement de cette enquête cruciale. Voilà. Alors, les gens doivent avoir la sagesse de laisser les autorités concernées face à leur travail. Tout à fait. Maintenant, il semble bien que l'assassinat du président Jovenel Moïse ait créé une forme d'électrochoc parmi les politiciens qui, finalement, se sont rendus compte de la nécessité, et comme vous le dites depuis des temps et des temps, la nécessité du vivre ensemble, donc de s'asseoir, de dialoguer. Mais il en résulte qu'il y a aujourd'hui 50 différentes solutions de sortie de crise. Chacun y va de son petit numéro, de sa petite solution, et on ne voit pas encore d'ensemble. Comment est-ce que vous voyez cette question ? Il y a eu le texte des 4 universitaires avec Bernard Gousse, qui était un texte presque exhaustif sur la question. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de provision constitutionnelle pour répondre à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Comment est-ce que vous voyez la question de cette sortie de crise ? Bon, ces multiples propositions de sortie de crise traduisent la situation justement de la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis quelque temps. C'est la manifestation de la crise. Nous n'avons pas de repères, c'est-à-dire on peut toujours avoir de multiples propositions, mais il n'y a pas une instance pour trancher. Et c'est ça la crise haïtienne, c'est une crise institutionnelle. Il n'y a pas de référence institutionnelle pour traiter les problèmes. Alors là, nous sommes dans une ambiance complexe. Il va falloir beaucoup de sens, de responsabilité, de pondération des uns et des autres pour arriver à un minimum d'entente, à mon avis, dans une situation d'exception. Et il faut faire en sorte que cette situation d'exception ne perdure et qu'on en profite pour jeter les bases d'une solution définitive qui passe par le mécanisme devant conduire à l'organisation des élections le plus vite possible. Est-ce que cela implique, comme beaucoup l'ont suggéré, qu'un président provisoire soit nommé, d'après vous? Bon, c'est une option, mais là encore, c'est un élément de la habilité pour Dieu à nommer un président de la 2016 avec l'avènement du président. Est-ce qu'on peut demander à un premier ministre de nommer un président? Il y a tellement de divisions dans cette société. On parle d'accord politique. L'accord, c'est entre qui et qui. Il y a tellement de partis politiques. Tous les secteurs d'activité, tous les secteurs sociaux sont déchirés, les partis politiques, le secteur des affaires. Il y a beaucoup de discussions, mais il n'y a pas vraiment de mécanisme clair de solution. Alors, à mon avis, il faut faire en sorte d'un gouvernement d'exception. Ce n'est pas le gouvernement idéal. Il faut doter ce gouvernement de pouvoir de contrôle et d'aider ce gouvernement à adopter ce qu'on appelle couramment une feuille de route et finalement de nous mettre d'accord sur
la durée de vie de ce gouvernement intérimaire. Alors pour moi, il faut vivre avec ce que nous avons, il faut faire le constat que nous sommes dans une impasse et faire en sorte que nous puissions sortir de cette impasse et que la situation du pays trouvera une meilleure voie pour faire avancer les choses. Pour les Haïtiens. Oui. À la fin de votre texte, Monsieur Paul, vous écrivez « Le pays se trouve face à l'obligation d'instaurer un véritable climat du vivre ensemble ». Mais peut-on instaurer un climat du vivre ensemble ? Est-ce que le vivre ensemble n'est pas le résultat d'un chita-palais, de discussions avec une majorité d'acteurs? Le vivre ensemble, c'est d'abord l'organisation de la société, c'est l'établissement de l'état de droit, c'est le bon fonctionnement de la justice, c'est une police qui soit capable d'assumer ses responsabilités. Le vivre ensemble, c'est la garantie du droit à la vie, parce que après l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, je me suis posé la question, est-ce qu'en Haïti, on a le droit de vivre? Je fais référence à toute une série d'assassinats que nous avons connus depuis de nombreuses années en Haïti, depuis des dizaines d'années. L'assassinat, par exemple, de Roger Lafontaine, qui se trouvait dans sa cellule au pénitencier national et qui a été assassiné au moment du coup d'État en 1991. Je me rappelle de l'assassinat de l'avocat leader politique Yves Volel devant les locaux de la police nationale d'Haïti qui se trouvait là où est située actuellement la Cour de cassation. Alors, je pouvais citer plein de noms de personnes, une cinquantaine de personnes assassinées dans des conditions, je dirais, spectaculaires. Et le président Jovenel Moïse, c'est le dernier en liste. Alors là, il faut vraiment poser la question du droit de vivre en Haïti. Il faut vraiment instaurer ce climat qui nous permette de vivre ensemble, de vivre dans la paix, de vivre dans le respect de la loi. Alors, il y a encore un autre aspect que j'avais abordé récemment. Par Haïti, on n'a même pas le droit de naître, parce qu'on a vécu l'expérience de cet enfant assassiné dans le ventre de sa mère le jeudi 5 août dernier. Alors, ce sont des choses qui nous poussent à réfléchir sur l'ambiance délétère dans laquelle se trouve notre pays depuis de nombreuses années. Bon, pour terminer, Monsieur Evans-Paul, en un mot, si vous aviez le pouvoir d'imposer une solution, qu'est-ce que vous feriez dès demain? Bon, nous sommes obligés de faire la concertation. Il faut concerter puisqu'il n'y a pas moyen d'agir, je dirais, très légalement. Et il faut faire le pèlerinage, il faut parler à tout le monde, il faut accepter de prendre le temps de discuter et avec différents secteurs et de constituer des forums. De la même manière que le Premier ministre l'a fait avec les anciens Premiers ministres, il faut faire la même chose avec d'autres secteurs. Le secteur des médias, par exemple, le secteur des droits humains, le secteur des affaires. Au-delà de trouver un accord, mais il faut concerter pour rassembler les meilleures idées capables de faciliter un consensus raisonnable pouvant nous permettre de sortir de cette impasse. C'est ça. Et plus précisément de créer des conditions favorables à l'organisation d'élections, car j'imagine que vous êtes de ceux qui pensent que le pouvoir ne doit être remis qu'à quelqu'un qui a été élu. Bien sûr, mais il faut créer les conditions de sécurité. Et ce sont des conditions, je dirais, fondamentales. On ne peut pas parler d'élections dans l'ambiance actuelle. Et il faut aussi s'assurer que la justice fonctionne. Et il y a plein de dossiers qui traînent,
mais le dossier du président Jovenel Moïse devient un dossier particulier parce que c'était quand même le président de la République. Absolument, oui. Bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, Monsieur Evenspol, encore une fois, merci. Merci de vous être rendu disponible pour nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir, même si c'est par visioconférence aujourd'hui, Covid exige. Merci, merci encore et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Monsieur Clan. Bon travail. À bientôt. D'accord. Voilà, c'était l'ancien Premier ministre Evenspol que nous interrogions suite à la lettre qu'il a fait sortir et qui nous donnait son sentiment sur à la fois l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et la situation difficile sur le plan politique dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle nous nous débattons aujourd'hui. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.